Fin janvier 1976, alors qu'il répète une pièce de théâtre, le cinéaste Ingmar Bergman est arrêté à tort pour fraude fiscale. Cette épreuve sera marquante pour le réalisateur qui en sort grandement affecté et humilié. Il sombrera alors dans une profonde dépression et la colère qui en naîtra influenceront grandement ses films qui suivront cette période. Cela le mènera vers un exil volontaire de la Suède, envers laquelle ses critiques seront véhémentes. Il l'accusera d'être oppressante par sa persécution, son angoisse métaphysique, l'impossibilité de se réaliser en tant qu'artiste, l'impuissance de l'État-providence et la montée de la surveillance à la Big Brother. Ce sentiment d'enfermement ou d'étouffement que met de l'avant Bergman dans ses propos prendra différentes formes à travers son œuvre et ce même avant ce traumatisme. Que ce soit au sein d'une société, d'une famille, d'un mariage, de la maladie ou même d'un rôle. Nous étudierons la période des années 70 précédant cet événement, pendant laquelle Bergman a touché à la télévision comme au cinéma. Nous tenterons de déceler ce qui caractérise son approche des deux médiums. Il sera également question de voir comment Bergman illustre la tension entre notre besoin de vivre en relation avec les autres et notre désir de nous isoler. Cette dualité centrale à l'œuvre de Bergman se manifeste de différentes façons à travers l'ensemble de son travail cinématographique et télévisuel. Nous verrons d'une part comment Bergman met de l'avant les difficultés des relations interpersonnelles par la difficulté d'être vulnérable et de s'abandonner à l'autre, le sentiment d'enfermement dans un environnement oppressant et au sein de soi-même, la difficulté de se connaître et de s'accepter soi-même, et les problèmes de communication et de difficulté à se comprendre que cela entraîne. D'autre part, il sera question de la façon dont le réalisateur souligne notre besoin de vivre parmi les autres. Notre besoin des autres afin de faire tomber les masques identitaires, notre besoin de contact humain, tant physique que psychologique, pour se soulager face à l'angoisse de l'imminence de la mort, et parce qu'impossible d'entrer en contact avec Dieu. Nous nous concentrerons sur ces films The Touch, sortis en 1971, et Cries and Whispers, sorti en 1972, de même que sur sa série télévisée Scenes from a Marriage, réalisée en 1973. Entamons maintenant par énumérer les différents thèmes qui parcourent l'œuvre bergmanienne, soit le désir sexuel, le rêve, la solitude, la mort, le suicide, l'infidélité, l'humiliation, les masques identitaires, les troubles de la relation enfant-parent, le couple, plus précisément le mariage, le silence, la foi, la souffrance, le vieil âge et la psychanalyse. Bien sûr, ces thèmes peuvent sembler bien sombres par leur nature, pourtant ce n'est pas sans lumière que Bergman les aborde. Parce qu'en effet, s'il y a un concept qui surplombe toute son œuvre, c'est la possibilité rédemptrice de l'amour. Il serait donc faux de caractériser, pour ne pas dire caricaturer, ces films comme on le fait si souvent par leur côté morbide. De fait, ce qui tourmente le plus Bergman semble être l'isolation, le rejet de l'amour non réciproque en particulier, et non pas la mort en soi. De plus, bien qu'il aborde ces thèmes moroses, ce n'est pas sans une touche d'humour et une dimension de sensualité viscérale. Avec son film The Touch, son premier film produit hors Suède et pour les États-Unis, sorti en 1971, qui, par son titre même, traduit par le lien en français, met de l'avant la dimension du toucher, du contact humain. Dans ce film, David a un dégoût de lui-même et n'arrive pas à s'accepter, ce qui l'empêche d'établir une véritable relation avec Karine. De son côté, Karine est déchirée entre ses sentiments pour David et ses devoirs envers sa famille. L'aspect étouffant de sa famille se manifeste donc par ses responsabilités qui se placent entre elle et ses sentiments, et de son bonheur d'une certaine façon. Karine semble tout avoir pour elle, mais elle a l'impression de manquer quelque chose, secouée par la mort de sa mère et sa rencontre avec David. David n'accepte pas sa vraie nature et est incapable de s'ouvrir émotionnellement de manière vulnérable à Karine. Il n'arrive pas à lui faire confiance et baisser sa garde, et son insécurité le fait parfois éclater dans des explosions de colère.
Tu te détestes, c'est pour ça que tu me détestes, lui dira Karine. Elle non plus n'est pas sans insécurité, mais au contraire de David, elle lui fait face, comme quand elle énumère les différents défauts de son corps qui lui déplaît, par exemple. David, pour sa part, est paralysé. Bien que tumultueuse, cette rencontre avec David est pourtant révélatrice pour Karine. Elle s'en trouve libérée de son masque de mère de famille et sa vraie nature remonte à la surface. Avant son premier rendez-vous avec David, Bergman la filme longuement se préparant devant le miroir, presque comme si elle reconstruisait son image. Dans le livre Une poétique du désir, alors que Karine est maltraitée par David, Joseph Marty écrit « Lentement, la lumière se fait en Karine. Maltraitée, elle reçoit la blessure qui la fait devenir autre. Intérieurement, car les conditions extérieures et sociales restent les mêmes. Touchée au plus intime, sa fin de contact, même indélicat, révèle son besoin de sentir et d'être placée par ses sens en relation vivante. Après avoir touché le cadavre de sa mère, elle tente de capter hors de son foyer chaleur et amour. Elle se laisse toucher, mais tout contact, pour reprendre le titre anglais et suédois, ne laisse pas parler le cœur. Au dernier plan, Karine est seule devant un plan d'eau où elle se reflète pendant que David, disparaissant, lui crie « Je sais que tu mens ». Mais les mensonges de David, déséquilibrés, errants, ont ouvert Karine à sa propre vérité. Quelque chose est mort en elle. Peut-être son image que l'écran fixe une dernière fois, mais trouble avant le noir final. Nous voyons ici clairement comment nous avons besoin des autres afin d'apprendre à se connaître et à nous faire sortir des rôles qu'on adopte. Nos interactions peuvent donc nous aider à réduire la distance entre la façon dont on se perçoit et notre façon d'être véritable en utilisant l'autre comme un miroir. Passons maintenant à Cries and Whispers, reconnu pour être un des meilleurs films de Bergman et un de ses favoris. Ce film, qui met en scène 3 sœurs et leurs servantes qui se retrouvent dans un manoir champêtre de Suède, fut inspiré de 4 différentes facettes de la mère du cinéaste. La couleur rouge, qui domine l'ensemble du film, symbolise l'intérieur de l'âme. La plus jeune des sœurs, Agnès, se meurt d'un cancer et ses 2 sœurs, Maria et Karine, pour des raisons qui leur sont propres, l'une par sa superficialité et son immaturité, et la seconde par sa frigidité et sa froideur, ne sont pas en mesure de lui venir en aide. Elles sont terrifiées par la mort qu'elles ne comprennent pas. L'agonie d'Agnès est centrale au film. Dans une entrevue, Bergman affirme que le film se compose de ce poème. Un être humain meurt, mais comme dans un cauchemar, il est coincé à mi-chemin et il prie pour qu'on lui donne de la tendresse, de la pitié, qu'on lui apporte une délivrance, n'importe quoi. 2 êtres humains sont là et leurs actes, leurs pensées sont en relation avec la morte, pas morte, morte. La 3e personne la sauve en la berçant pour qu'elle trouve le repos et en l'accompagnant un bout de chemin. Nous voyons ici comme quoi seule la chaleur humaine peut nous réconforter sous l'emprise de la maladie et de la mort imminente. Dans le film, ses sœurs sont incapables de lui offrir cette tendresse. Le prêtre non plus en est incapable alors qu'il évoque l'impossibilité d'entrer en contact avec Dieu. C'est Anna qui est en mesure de l'accompagner. Ayant perdu sa fille, elle semble avoir une meilleure compréhension de la mort et ne la craint pas. Elle est la seule à aimer véritablement Agnès de manière humble et avec grâce, et ce, malgré qu'elle ne partage pas le lien de sang, ce qui pourrait être vu comme une certaine attaque contre l'institution de la famille. Si le rouge représente l'intérieur de l'âme, il représente peut-être également le feu qui brûle en Anna, source de lumière et de chaleur réconfortante. Pour reprendre les mots de Jean-Louis Passec, c'est un film qui milite en faveur de l'amour, un amour débarrassé de tous ses masques, un amour qui réconcilie l'amour, la tendresse et la sensualité, seul antidote contre la mort solitaire. Agnes, jag ska stanna här hos dig. Du ska se att det kommer bli skönt. Jag har så hemskt ont.
Vad läser du? Jag läser i Agnes dagbok. Vad då? Torsdag den 30 september. Så här står det. Jag har fått den bästa gåvan en människa kan få i det här livet. Gåvan har många namn. Samhörighet, gemenskap, mänsklig närhet, ömhet. Jag tror att det är detta som kallas nåd. Passons maintenant à Scenes from a Marriage, série réalisée pour la télévision en 1973. L'intention de Bergman pour ce projet était de produire un bel objet, mais de tous les jours, avec un petit budget, pour la télévision. Plus tard, il décrira le tournage comme un plaisir, appréciant travailler à la télévision sans devoir éprouver le poids paralysant de devoir faire un film pour le cinéma. La série fut écrite en 2 mois, mais avec une vie entière d'expérience à prime abord. Le contenu étant très personnel, Bergman craint qu'il ne le soit trop. Pourtant, il se porte bien à la télévision, média de l'intimité et du domestique. Son histoire personnelle s'avère être universelle. Il s'agit de son plus grand succès populaire. Il réussit enfin à rejoindre la masse, surtout en Suède, mais également aux États-Unis et au Danemark. Le format, dialogue simple de tous les jours et sans effet cinématographique, ayant un aspect documentaire, leur permet d'aborder n'importe quel sujet. Cette banalité intentionnelle permet au public de se reconnaître dans leurs gestes et errances du quotidien. Cette série mettant en scène la déchéance d'un mariage illustre différents problèmes de la vie de couple. Une des idées centrales à l'œuvre est que nous sommes tous des analphabètes des sentiments. C'est-à-dire que nous avons beau avoir de multiples connaissances, la plupart des gens ne se connaissent et ne se comprennent pas. Cette méconnaissance de soi-même entraîne des problèmes de communication. Ayant une vision décalée de sa personne, nous ne parlons pas la même langue. Johann le formule ainsi. Nous sommes analphabètes des sentiments. L'ignorance sur nous-mêmes est sans limite. Comment pourrait-on comprendre quelque chose aux autres si on ne sait rien sur soi? Bergman clarifiera lui-même cette notion en entrevue. Malheureusement, nous sommes et nous restons tous des analphabètes en matière de sensibilité et de sensation morale. Tous. Nous bloquons nos sens. On apprend aux enfants des tas de choses. Mais pourquoi les gens se mettent en colère les uns contre les autres? Comment fonctionnent l'âme et l'esprit? Rien. Pas un mot. Plötsligt vände jag mig om och tittade på den gamla bilden av min skolklass när jag var 10 år. Jag tyckte jag var kommit på något som länge legat förberett, men ändå ogripbart. Med förvåning måste jag konstatera att jag inte vet vem jag är. Inte det allra minsta. Jag har alltid gjort det som människor har sagt åt mig att göra. Så långt... Jag har mycket lite självinsikt. Jag vet hemskt lite om tillvaron, fast jag har läst en massa böcker. Alla illa. Då har jag ett utmärkt förslag. Ibland sörjer jag över att jag aldrig älskat någon människa. Jag tror inte heller någon människa har älskat mig. Det gör mig ganska bedrövad. Men är du ändå förskräckligt överspänd? Är det? Jag kan bara tala för mig själv. Jag tycker att jag älskar dig på mitt fullkomliga och ganska själviska sätt. Och ibland tror jag att du älskar mig på ditt beskäftiga och jävligt bråkiga sätt. Så jag tror helt enkelt att vi älskar varandra. Ja, på ett jordiskt ofullkomligt sätt. Men du har sådana pretensioner. Ja, det var. Så här i all enkelhet. Mitt i natten. I ett mörkt hus någonstans i världen. Då sitter jag faktiskt och håller om dig. Mm. Och du sitter faktiskt i min famn. Mm. Jag kan inte påstå att jag känner någon vidare inlevelse eller medmänsklighet. Det gör du inte. Jag har antagligen inte fantasi för sånt. Nej, du är så fantasilös. Min kärlek ser ut vad som helst. Jag kan inte beskriva den och den känns nästan aldrig till vardags.
Och du tror verkligen att jag älskar dig också. Ja, det tror jag faktiskt. Vi ska inte tjata om saken för då dunstar kärleken av. Plus tôt dans la série, Marianne a aussi un discours semblable à propos du désir sexuel pouvant s'effacer en parlant trop. Bergman met ainsi de l'avant sa méfiance des mots et la valeur qu'il accorde au silence. Quand Marianne déclare « J'apprends à parler », elle veut dire qu'elle réapprend à parler en donnant la parole au sens. Il s'agit d'aimer la réalité telle qu'elle est et d'assumer le décalage entre la réalité et notre perception. J'ai une idée de moi-même, mais cette image n'est pas conforme à la réalité, dira-t-elle. La solution serait de briser le miroir et laisser le cœur habiter tout le corps. Hallå? Ja, det är jag. Lite över havet, va? Hej då. Nej, du, det är ingen idé. Försök, det kostar inte att försöka. Jag måste... Il y a également un motif récurrent tout au long de la série qui encapsule cette ambivalence entre notre besoin d'être près des gens et notre désir de s'en éloigner. En effet, le leitmotiv du téléphone, symbolisant à la fois la proximité et la distance, parsème l'ensemble de la série. Le choix d'utiliser un objet ordinaire du domestique et du quotidien avec abondance révèle également l'intention de vouloir produire une série sur la vie de tous les jours et accessible pour tous. Pour illustrer les difficultés de communication, Bergman utilise aussi une mise en scène fréquente lorsque deux personnages ont une conversation. Un personnage est filmé de face et l'autre de profil, ne se regardant pas vraiment. Cela met en évidence la différence de longueur d'onde sur laquelle opère chacun des interlocuteurs. Finalement, on ne peut mentionner Bergman sans évoquer ses gros plans qu'il maîtrise comme personne, sauf peut-être Dreyer. Lorsqu'on lui demande dans une entrevue si la montée de la télévision a affecté ce choix stylistique, il répond par la négative et affirme qu'il a toujours cru à son pouvoir de suggestion. Bergman s'approche si près des visages que c'est presque comme si la caméra essayait de toucher à l'acteur, ce qui nous rapporte à cette notion de contact. Elle capte ainsi une dimension émotionnelle très riche et nuancée. Joseph Marty affirme « La caméra est si près des visages que ce rapport entre le visage et le masque est cueilli, entre le glacé de la photo et le grain de papier. Nous voulons dire entre les discours polis et la parole intérieure. » C'est en ce sens qu'allait la pensée de Bergman, qui disait être fasciné par ce que les gens pensent et indifférent à ce qu'ils disent, et qu'il considérait que le gros plan du visage était le plus grand don du cinéma. Bergman se range donc du côté du poète Paul Valéry qui disait « La peau est ce qu'il y a de plus profond ». En terminant, Bergman a souvent exprimé son désir, ou plutôt son besoin, de communiquer avec les gens. À travers son œuvre, il communique des situations et parfois des solutions, mais surtout des suggestions. Reconnaissant ses limites, nous devons parfois nous contenter de l'attention et y réfléchir par nous-mêmes. Il nous donne pourtant quelques pistes en soulignant l'importance du contact humain pour faire tomber les masques et l'importance de se soutenir les uns les autres face au silence de Dieu et à l'imminence de la mort. Il nous met également en garde contre les problèmes de connaissance et d'acceptation de soi, de communication, de la difficulté à être vulnérable et aux situations oppressantes dans lesquelles on doit naviguer. Bergman utilise donc son art d'une part pour canaliser ses tourments intérieurs, mais surtout afin d'entrer en contact avec les gens, tant à travers la production que par le résultat final. Son objectif est de faire vaciller la flamme qui sommeille au plus profond de notre âme. Que les gens puissent utiliser des choses dans leur vie de tous les jours qu'ils ont apprises dans ces films serait l'idéal, mais pour lui, l'essentiel est qu'ils soient émotionnellement investis dans ces films. Cette citation du réalisateur indique tout ce qu'il y a à savoir sur sa position de cinéaste. Ma passion, et c'est même un besoin, est d'établir le contact avec les gens, de les influencer, de les toucher physiquement et mentalement. Je le fais avec mes films. Quand on tourne un film,
On fait partie d'un groupe. Pour les personnes plutôt inhibées et timides comme moi, vivre dans ce petit monde intime est merveilleux. Les pingouins ont besoin d'être ensemble, de se toucher, de parler et de marcher ensemble. S'il n'y a qu'un pingouin, on peut le nourrir et lui parler, mais il va mourir par manque de contact. Je suis comme les pingouins.